Donc, alors, pour poursuivre donc ce congrès, nous allons passer à un moment d'exposé de Marc Viré, qui va nous parler d'un sujet d'actualité, celui de Notre-Dame, et qui va nous permettre de mettre en relation ou poser la question de relations éventuellement induites entre les expertises et la maîtrise d'œuvre, sujet qu'on a déjà abordé ou côtoyé dans les questions qui ont été posées lors de ces précédentes demi-journées. Donc, dans ce sujet d'actualité, nous poserons tant techniquement que pratiquement les points évoqués tout au long du congrès. Nous illustrerons et questionnerons les participants sur les nouveaux outils, forcément, leur complémentarité, les ressources et connaissances historiques à intégrer dans un diagnostic, le facteur temps du diagnostic par rapport à la demande et à l'exigence d'un demandeur, le coût de l'expertise, bien évidemment, tous ces points-là seront intégrés dans le sujet, dans l'exposé que va nous faire maintenant Marc Viré, que nous remercions. Bien. Comme vous le voyez, je ne suis pas architecte. Je suis juste, moi, mon titre de gloire, c'est de docteur de 3e cycle, dans une spécialité rare, l'histoire des sciences et des techniques. Et donc, je suis d'une certaine manière un lointain étudiant de Michel Serres, que j'ai eu dans les premières années. Et je suis, depuis les années 90, je suis ingénieur archéologue, parce que chez nous, la classification des degrés, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, c'est dans la classification des métiers de l'archéologie, le fait d'avoir un DEA et une thèse émulait le fait d'être ingénieur de recherche, d'études et de recherche, comme on dit maintenant. Voilà, et je suis chercheur associé au CNRS dans l'unité qui s'appelle la MOP, qui s'occupe d'histoire et de construction médiévale, que Robert Carvet connaît bien, puisqu'il y a Philippe Bernardi qui est à l'intérieur. Donc, je parle au nom de plusieurs personnes, comme c'est l'habitude. Donc, mes deux excellentes collègues, Annie Blanc et Lise Leroux, qui sont membres de notre équipe de recherche. Annie Blanc, depuis le début des années 80, c'est une dame âgée qui a 84 ans maintenant, qui est retraitée et qui a fait toute sa carrière professionnelle comme ingénieur géologue au laboratoire de recherche des monuments historiques, dont je vais vous dire un mot. Lise Leroux est la jeune ingénieure géologue qui lui succède. Dorothée Derieux, c'est la conservatrice en chef du patrimoine à la DRAC. C'est elle qui a instruit le dossier de prescription archéologique de Notre-Dame. Donc elle représente l'État pour le volet prescription. Jean-Pierre Gély est un collègue qui est ingénieur géologue, ingénieur à Gaz de France, aujourd'hui Engie, et qui fait partie de notre formation. C'est la branche géologie dure de l'équipe de recherche. Et Blaise Souffaché est un autre vieil ami, maître de conférence. Lui, c'est un physicien des solides. Et Blaise Souffaché a mis au point une méthode d'investigation, c'est de la recherche scientifique pure, sur les calcaires mis en œuvre. Il s'est interrogé sur le dosage entre calcaire et argile. Et donc, il a mis au point un appareil de mesure, un radar donc portable et mural, qui appuie sur les pierres pour enregistrer ces paramètres. Et nous avons travaillé autrefois sur la Sainte-Chapelle de Paris. Nous travaillons actuellement sur la basilique de Saint-Denis, qui est entièrement mesurée de cette manière. C'est de la recherche pure. On ne sait pas à quoi ça va mener. On ne sait pas ce qu'on va déterminer. Mais la maîtrise d'œuvre de Notre-Dame de Paris, quand donc Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, quand j'ai expliqué les travaux de Blaise, il m'a dit « mais ça nous intéresse. Sur les matériaux brûlés, on a peut-être des choses à dire. » Donc ça, c'est la suite. Pour l'instant, Blaise n'est pas intervenu, mais c'est la suite dans ces prochains temps. On aura peut-être une lecture géophysique des matériaux. Donc je vous ferai cette communication en deux temps. Ben oui, il y a avant l'incendie et après. Et c'est nécessaire de faire ce temps parce que depuis que ça a brûlé, vous en avez tous été le témoin sur les informations, les sites internet et tout. Ah là là, qu'est-ce que la cathédrale a comme ami? Qu'est-ce qu'il y a comme monde pour proposer des sujets de recherche et révolutionner? C'est juste, ils disent pas, mais il sert à quoi cet abruti de monsieur Viré? Enfin, on ne l'entend pas. Bah oui, on ne me laisse pas parler déjà. Et donc, d'un seul coup, tous les
Tous les imbéciles pleins d'idées sont là, au rendez-vous, pour dire on va faire quelque chose. Il y a juste un détail, c'est que nous, avec Annie Blanc, ça fait 45 ans qu'on s'en occupe. Donc, voilà. Donc, je vais vous exposer pourquoi nous sommes intervenus et comment. Donc, premier temps, avant l'incendie. Qui s'occupe de la cathédrale? Bon, c'est très classique pour un édifice classé parmi les monuments historiques. J'aime bien le parmi de la formulation du XIXe siècle. Donc c'est le ministère de la Culture, puisque l'État est propriétaire, le ministère de la Culture, par le biais de la DRAC Île-de-France, et la conservation régionale des monuments historiques qui assure la maintenance de l'édifice. Et il y a la maîtrise d'œuvre qui est traditionnellement confiée à un architecte en chef des monuments historiques. Vous savez que l'architecte en chef des monuments historiques est une profession privée, mais le personnage, l'acteur, est nommé par décret du gouvernement. Donc le statut, ce n'est pas l'objet de nos conférences aujourd'hui, mais le statut des architectes en chef des monuments historiques est un peu curieux de notre République. C'est un privé mis en place par l'État et qui a une sorte de reconnaissance en tant que fonctionnaire. Voilà, c'est assez étonnant. Et puis, donc, il y en a trois, les plus importants qui se sont succédés. Des Bernard Fonquerny, j'ai mis une erreur, je crois que c'est 93, je ne sais plus exactement à quelle date il a cédé la place, qui a entrepris les grandes restaurations des années 80-90. Puis Benjamin Mouton, l'homme que vous avez entendu parler à la télé, que je connais très bien, qui est un bon ami maintenant, et donc qui lui succède, que je ne connaissais pas avant l'accident. C'est Philippe Villeneuve qui est en charge du monument actuel et qui mène les opérations dont nous allons parler. En appui à la maîtrise d'œuvre, vous avez le laboratoire de recherche des monuments historiques. Donc c'est traditionnellement la fonction de ce laboratoire. C'est un organisme d'État, dépendant du ministère de la Culture, dont la fonction est d'être l'organisme recherchant, faisant les recherches pour le compte des architectes en chef des monuments historiques, au sujet des monuments, des fameux monuments classés parmi les monuments historiques. Donc vous avez plusieurs pôles dedans, le pôle pierre et matériaux est le pôle le plus ancien, bien entendu. Vous avez aussi tout le monde du vitrail, qui est très, très important, peinture, tous les traitements de surface des anciens monuments, enduit, mais aussi les bois, c'est très récent le bois, la charpente, et c'est donc mon collègue Emmanuel Morin, qui est au laboratoire, que je n'ai pas cité, mais qui s'occupe de la partie bois. Emmanuel Morin est un des plus récents engagés au laboratoire de recherche. Les tissus, etc., les tissus, ça nous concerne pas. Il y avait déjà un travail de longue date sur Notre-Dame. Ben oui, parce que Notre-Dame de Paris est un édifice médiéval, donc, il n'y a pas d'archives, pas de compte. À peine quelques mentions. Qu'est-ce que nous savons? La première pierre par le pape Alexandre III, parce qu'on sait qu'il passe par Paris en 1163, mais le chantier était déjà probablement commencé depuis 3 ans. Et Robert de Torigny, abbé du Mont-Saint-Michel, qui passe en 1177 et qui dit qu'il a vu le chœur de la nouvelle cathédrale en train de s'achever et moins le couvrement. Alors on a un problème de lecture en latin, donc tous les savants se battent là-dessus. Est-ce qu'il s'agit du toit ou est-ce qu'il s'agit de la voûte? C'est tout. Quand Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus, trop tôt décédés au XIXe siècle, ont pris en charge la restauration, donc ils ont travaillé avec un tas de gens intéressants, dont je vous cite tout de suite Paul Michelot, qui était ingénieur des ponts et chaussées, qui est le personnage qu'on est en train de ressusciter dans notre équipe de recherche, et qui lui a entrepris la recherche sur les matériaux de construction d'origine du bâtiment, et ce qu'il fallait mettre comme matériaux de substitution. Léon de Laborde, c'est très connu, vous le connaissez, c'est la revue de l'architecture et des travaux publics, que vous connaissez bien dans votre profession. Et Léon de Laborde, Michelot et Viollet-le-Duc ont publié tous leurs travaux en 1852 sur la cathédrale. Donc c'était des choix architecturaux pour quelles pierres mettre pour remplacer, pour recréer, en particulier le grand tympan central avec le jugement dernier, qu'il a fallu recréer de toutes pièces sur les dessins de Geoffroy de Chaume, et surtout la réflexion de la flèche. Alors la flèche n'entre pas dans le détail, mais c'était un très long débat. Contrairement à ce qu'on a dit aujourd'hui, il y avait le parti des anciens et des modernes. Le parti des modernes, c'était de faire comme l'architecte à Lavoine, à Rouen, c'était de faire une flèche en fonte. Et le parti des anciens, dont étaient Lassus et Viollet-le-Duc, c'était de faire une flèche en bois.
parce qu'il fallait, leur argumentaire était la cohérence avec l'ancien édifice, et par rapport aux tonnes de billevesées, pour rester poli dans mon vocabulaire, qui ont été dites sur les chaînes d'information dernièrement, non, c'est remarquablement pensé comme ouvrage, parce que Viollet-le-Duc et ses compagnons charpentiers avaient compris les points de faiblesse de l'ancienne flèche qui avait amené à sa disparition en 1793. Et donc il y a remédié en ajoutant d'autres éléments pour les reports de charges en particulier, tout ça. Mais rien que ça mériterait une étude en elle-même, parce que on est confondu par le respect qu'on doit leur apporter. Et puis, tout au long du XIXe siècle, donc, on s'en est occupé, bien sûr, je vous passe les deux conflits mondiaux, la loi Malraux, Notre-Dame était toute noire de crasse, c'est là où on a mis en œuvre les procédés au départ par lavage sans brossage, et puis après sans eau, etc., etc. Nous, sommes intervenus à partir de 1979, alors qu'à l'époque, jeune étudiant en troisième cycle, je lançais ma thèse. Et donc, le travail s'est constitué autour de trois personnalités du monde universitaire, Paul Benoît, Philippe Bronstein et Odette Chapelot. Nous avions une équipe mine, carrière et métallurgie. Vous avez tout le détail, je vous passe ça. Et donc, j'ai structuré le travail sur les carrières et la construction. Et nous avions notre banque de données sous les pieds, à Paris, les carrières souterraines. Et donc, nous sommes mis avec mes amis géologues, dont le défunt Claude Lorenz, grand patron de la géologie des sédimentaires. Nous avons étudié les carrières avec deux circuits. L'axe de la carrière au monument et l'axe du monument à la carrière. Il fallait établir une double série d'informations. Les relevés du sol, c'est de la géologie pure. C'est déjà ce qu'avait fait Paul Michelot au XIXe siècle. Nous allons de bassin d'exploitation en bassin d'exploitation, nous levons des coupes, nous levons des échantillonnages. Moi, j'étudie toute la partie travail de la pierre, extraction, traces d'outils, archéologie de la carrière, traces matérielles. Donc c'est vraiment un gros travail d'équipe. Et l'autre partie, du monument à la carrière, oui, nos monuments, ils n'ont pas d'archives. Ils sont eux-mêmes leurs propres archives. Et donc nous étudions les monuments et nous faisons la même chose. Nous prélevons à la faveur des campagnes de restauration, nous prélevons des éléments, nous décrivons, c'est de la pétographie pure, de la mise en œuvre des matériaux. On essaye de faire la même chose sur les liants aussi, sur les joints. Et puis nous comparons les deux banques de données. Et c'est là où la recherche scientifique devient passionnante, compliquée et passionnante. Parce qu'on a plein de carrières sans monument et on a plein de monuments sans carrière. Donc le lutétien, je vous rappelle, c'est la formation éocène. Voilà, l'aire totale du lutétien sur la carte géologique de France. Vous reconnaissez la boutonnière du Pays de Bray en haut à gauche. Hors de l'image, on a Rouen, etc. Et vous avez Montreux-Fautionne au sud. Si on remarque dans le lutétien, parce qu'il y a beaucoup de régions au sud, ce n'est que du sable. En version pierre un peu indurée, c'est cette carte encore. Il faudrait la remonter le sud pas mal vers Paris. Et si je prends qu'est-ce qui a été constitutif en matière d'extraction, voilà, le bassin carrier du lutétien, c'est ça. Ça, ce sont tous les centres carriers que nous avons repérés depuis le Moyen-Âge et l'Antiquité. Et en rouge, ce sont ceux qui sont accessibles actuellement à l'industrie. Donc, notre grande difficulté, c'est que l'industrie actuelle de l'extraction ne peut que partiellement répondre à la demande de substitution des matériaux. Donc nous allons être obligés de faire des recherches nouvelles. J'illustre la question. Sous Paris, voilà, vous avez 2 étages de carrière. Voilà le relevé que j'ai fait avec Jean-Pierre Gély, c'est donc un relevé purement pétographique. La partie supérieure du lutétien est la partie centrale. La partie inférieure ne nous concerne pas à Paris. Elle n'est pas exploitable, elle n'est pas exploitée. Elle est exploitable que dans le bassin de l'Oise et dans le Soissonnais. Donc nous avons l'atelier supérieur et l'atelier inférieur. Les anciens, dès le XIIe siècle, ont remarqué que la diagénèse, ce que nous appelons la diagénèse, est fort différente entre les deux. Et dès le XIIe siècle, sur de grands chantiers comme Notre-Dame de Paris, on trouvait qu'à chaque banc correspondait un emploi. Donc c'est ce qu'on voyait dans la cathédrale. Voilà, donc vous avez 2 temps de construction dans la cathédrale, le chœur, entrepris pour les fondations à partir de 1160,
et probablement terminé vers 1177-1180. Ce que vous remarquez, c'est que tous les matériaux sont en pose horizontale. Toutes les colonnes engagées sont toujours, les seuls éléments verticaux, ce sont les tribunes au milieu qui ont des éléments durs verticaux, mais sinon tout est en éléments à plat. J'accepte les fenêtres qui sont un deuxième œuvre intervenue plus tardivement. Lorsque le chantier s'est porté sur la nef, à partir de 1180, pour les 5 premières travées de la nef, j'affine énormément les datations. C'est un travail qui va bientôt être publié. Je ne dis pas la même chose que mes amis historiens de l'art, parce qu'eux ne connaissent rien au bâtiment et à la tenue d'un chantier. C'est tout bête. Ils n'ont jamais fait de chantier, donc ils ne peuvent pas savoir, les pauvres petits. Et donc vous avez dans les 5 premières travées de la nef, le conducteur de travaux, la maîtrise d'œuvre, s'est rendu compte que dans les carrières de Paris, il y avait des pierres qui pouvaient être posées verticalement. C'est ce que vous avez sur la photo du milieu, et ça change tout au point de vue technologie. Et toutes les audaces architecturales ont été permises à partir de ce moment-là. Alors ça, c'était les éléments qu'on pouvait voir, puis il y avait tout le reste qu'on ne pouvait pas voir. On a eu le nettoyage intérieur de Notre-Dame. Donc c'est Fonquerny qui a fait ça en 5 phases dans les années 80. Donc je passe vite. Un coup d'œil émotion, quand on a commencé la nef sur l'échafaudage roulant, dans les derniers jours de 85, d'un seul coup, là vous n'êtes plus historien, géologue, amateur d'art, vous êtes gagné par l'émotion. Et alors là, vous posez le pied photographique, vous faites les photos, parce que là, vous êtes envahi par la grâce architecturale. Il y a un moment d'émotion absolument inouï. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, voilà, on a précisé ce que je vous ai déjà dit, le calcaire grossier supérieur, le calcaire grossier moyen, je vous donne tout le détail, mais donc ils ont compris que les calcaires durs du calcaire grossier inférieur rejaillissaient infiniment mieux au rejaillissement d'eau, et ils les ont mis en œuvre partout là où il y avait du rejaillissement. Ça, c'est dès les années 1160-70. Hein. C'est ancien. Hein. Comme compréhension, c'est remarquable. La compréhension, quand je dis Notre-Dame de Paris tire la construction, c'est ce que j'avais dit dans un congrès en Italie dernièrement, pourquoi faire le choix de la construction en pierre ? Bah déjà, on l'a. 5 km le rayon, hein, maximum, d'approvisionnement. Et 2, la commande publique. La commande publique, même au XIIe siècle, tire la croissance. Et c'est la commande publique, par les volumes payés et mis en œuvre, qui demande d'aller exploiter des carrières. Et donc, vous augmentez la technicité des praticiens, et surtout, plus vous rentrez à l'intérieur des massifs de pierre, davantage vous vous éloignez des sources de dissolution et de destruction du calcaire qui sont à proximité des vallées, et plus vous entrez dans le cœur des collines, et meilleurs les matériaux sont. Et ça, c'est un truc qu'ils ont compris dès la fin du XIIe siècle, où il fallait aller loin pour sortir les très beaux matériaux et les sélectionner. Et ça, c'est ça qui a tiré la croissance et la connaissance technique du Moyen-Âge. Voilà. J'ai repris la cartographie de l'Inspection générale des carrières, qu'est-ce qu'on connaît des carrières sous Paris, et puis j'ai mis, les traits noirs, c'est Paris actuel et les communes environnantes, et vous avez le paquet au milieu, c'est Paris médiéval, de Philippe Auguste et de l'enceinte de Charles V. Et là où j'ai mis des petits cercles rouges, ça se voit bien, oui, ce sont tous les centres carriers parisiens que nous avons déterminés. Alors vous avez pas mal dans Paris, au sud de Paris, vous voyez, c'est pas loin, et vous avez tous l'énorme bassin de Charenton, à l'est de Paris. Charenton, sur la Seine, ça arrivait par la Seine. Le Val-de-Grâce, ça arrivait par le canal de Bièvre, aussi par l'eau. Donc il y avait tous les moyens d'infrastructure qu'il fallait pour apporter la rivière. Sous Paris, l'ensemble est complexe. C'est compliqué, très compliqué d'atteindre la connaissance. C'est ce qu'on appelle faussement les catacombes. Ben non, ce n'est pas les catacombes, ce sont les carrières. J'ai fait ma thèse là-dessus. Bon. Le plan d'inspection générale des carrières, c'est une cartographie assez traditionnelle. Le figuré du terrain souterrain, c'est le trait marron. Donc le jaune indique la masse de pierre calcaire non exploitée. Le rouge, ce sont les consolidations, les massifs de consolidation. Le gris, ce sont les zones remblayées. Donc ce que le grand public a du mal à comprendre, ce sont les zones blanches. La zone blanche, c'est ce que vous dessinez sur vos cartes. C'est là où on ne fait pas le dessin, c'est là où on ne sait pas. Et c'est compliqué. Ce trait de dessin qui est familier pour nous est très compliqué à faire comprendre au grand public.
C'est pour ça que moi je passe maintenant par un autre type de cartographie pour expliquer les choses. Donc vous voyez, vous remarquez qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de parties visitables. Ce sont des galeries de services sous la voie publique, refaites par l'inspection des carrières pour retrouver les galeries. Et la plupart du temps, les immeubles consolidés, dont vous avez les fondations profondes, sont remblayés. Donc on remblaye les consolidations. Donc ça, c'est sur des bases de données à laquelle je ne peux pas accéder. Et nous avions, là vous avez au milieu un pavé tout vide, c'est l'abri antiaérien sous la maison de la géologie, dont notre ami Claude Lorraine, c'était le gérant, et notre carrière à nous. Donc on a commencé par là. Sous le Val-de-Grâce, voilà, vous vous trouvez devant cette matière brute qui est compliquée à comprendre. Parce que déjà, les parois, vous pouvez faire de la pétrographie, mais les parois des piliers sont altérées. Donc vous ne voyez pas les traces. C'est vraiment très compliqué à étudier. Donc sous la maison de la géologie, nous avions, donc, pour les besoins de cet abri antiaérien de 1944, les remblais en pied avaient été vidés. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que dans les parties basses, vous avez tout le travail d'abattage des bancs, en plus les plus durs, les plus beaux, se trouve visible. Et donc là, les défermages que vous avez à la base, la photo est prise fuyante, c'est 2,50 m d'un seul tenant. Donc ce que vous voyez dans la cathédrale, les éléments debout, les colonnettes verticales, la pétrographie est identique. Ça sort de là. Donc nous avions la matrice de production. Alors pas exactement notre pilier, bien entendu, parce que ça a produit aussi de la pierre tombale, ça a produit d'autres choses, mais dans tout le secteur. Et donc ça, on a compris ça au début des années 80. Et depuis les années 80, je n'ai de cesse de dire aux services régionaux de l'archéologie, je veux ma fouille archéologique. Je veux comprendre. Ça n'a intéressé personne. Personne, personne, personne. Je n'ai pas arrêté de me prendre des coups de trick là-dessus. Et là, comme par hasard, le dernier conservateur régional, qui est en place depuis avant l'incendie, Stéphane Deschamps, me dit « Mais Marc, ton sujet, ça me passionne. On va la faire, ta fouille. » Et là, je lance la fouille programmée pour l'année prochaine. Ça tombe bien, je viens de prendre ma retraite. Il était temps, on a failli être vieux. Hein. Bon, donc voilà, notre travail de géologie, c'est ça, c'est de la pétrographie pure, de la description des bancs. Dans l'infographie nous permet de mettre des couleurs suivant la dureté des bancs, c'est un peu pifométrique. Hein. Voilà, bon, les documents sur lesquels nous nous basons. De temps en temps, vous avez les quartiers de pierre qui restent. Voilà, mon excellent ami Jean-Pierre Mellet est en train de manier l'un des blocs retrouvés à proximité de l'hôpital Cochin. Vous avez certains blocs abandonnés sur la fin du Moyen-Âge qui sont encore là, qui nous permettent de voir les façons. Et vous reconnaissez par rapport aux modules, les pierres de la cathédrale, ce sont les mêmes. Vous avez les mêmes. Nous avons le chantier de la tour sud d'Apport. Et donc, à cette époque, le laboratoire de Champs-sur-Marne est intervenu pour regarder les pierres. Et donc là, les pierres de substitution de Genneviève-le-Duc, on est passé d'un rayon de 5 km pour le Moyen-Âge à un rayon de 50 à 80 km. Donc vous avez la liste. Le plus proche, c'était les calcaires de Bagneux et d'Arcueil, que j'ai énormément de mal à distinguer dans la restauration. Oui, à ce moment-là, il faut caresser la pierre. Il faut caresser la pierre. Pourquoi? C'est les mêmes fossiles, c'est les mêmes séquences fossilifères. Donc vous ne pouvez pas faire la distinction entre la pierre d'origine et le remplaçage. Bien tout simplement parce que Eugène, qui est très très rusé, a fait forger des outils identiques aux outils médiévaux. On peut être architecte et vicieux. Et vous caressez la pierre. La pierre mise en œuvre du temps de Genneviève-le-Duc conserve ses arêtes et vous raye la paume de la main. Les pierres médiévales sont émoussées et ne rayent plus la main. Donc l'architecture, c'est ça aussi, c'est fou. Mettre la main sur la paroi, il faut toucher les éléments. La conclusion de ces examens, je veux déjà vous le dire, c'est en gros 5 km pour les pierres médiévales et les pierres de substitution de 60 à 100 km, même des calcaires du Jurassique pour les parties basses que vous avez à la façade, la région de Nuit-sous-Ravière, etc. Je passe maintenant enfin à l'incendie. Dès le lendemain du drame, je vous passe sur les éléments tout de suite. Pour moi, ma cathédrale qui brûle, mon objet de fouille, je me suis trouvé comme le matin de la mort de mon père, démuni complètement. Mais bon, je suis mis en place, on aiguillonne le ministère de la Culture, je suis désigné par le ministre pour être l'expert extérieur auprès du laboratoire. Et donc, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, on en avait quelques mots. C'est notre armure, notre carapace, c'est notre professionnalisme
qui permet de passer le pathos et de dire on va faire le travail. On s'organise, on fait le travail. Parce que sinon, nous ne tiendrons pas sur ce genre de choses. Donc on a défini deux zones, la croisée du transept et le croisillon nord, parce que là, il y avait enquête de police pour les causes de l'accident, et la nef, où là, on n'avait que la pointe de la flèche tombée et qui ne concernait pas la police. Donc pour le transept, c'était le laboratoire de Champs-sur-Marne qui a été maître de l'opération, et pour la nef, c'est l'INRAP, mon institut, qui a été maître d'opération, et j'ai été désigné comme responsable d'opération pour cette partie-là. Donc c'est une demande express de l'architecte en chef. Lui, sa question est très simple. Remettre le maximum de pierres d'origine en place, celles qui sont intactes, et trouver les bonnes pierres de substitution. Voilà, Philippe Villeneuve, vous l'avez au milieu, c'est le monsieur à cheveux blancs, c'est lui le maître d'œuvre des travaux de la cathédrale. La région du transept, donc la direction du travail, c'est le laboratoire de recherche de Champs-sur-Marne, avec 2 appuis extérieurs. L'INRAP, Marc Viré pour la pierre, et le C2RMF, le laboratoire de restauration du musée du Louvre, des musées de France, avec Catherine Lavier, grande spécialiste du bois. Bonne copine et très bonne spécialiste. Et la préfecture de police pour l'enquête, etc. Émotion. Séquence émotion. Vous avez l'échafaudage installé par Philippe Villeneuve pour la restauration de la flèche, et vous voyez le trou fait par la chute du pied de la flèche. Et dans le croisillon nord, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. C'était un contre-coup par vibration ou autre chose, on ne sait pas. Donc on a commencé les travaux par là. Donc vous voyez tout de suite, pour revenir sur la photo, parce que je me suis fait expliquer les choses par ceux qui sont rentrés à 11h du soir dans l'incendie, et l'élément, j'avais besoin de ces éléments indispensables. Je dis, mais dites-moi les choses, il faut que je gère mon chantier. Elle dit, oui Marc, quand on est rentré à 11h du soir, la croisée n'était pas encore tombée. Seul le voûtin côté nef, donc là où vous avez l'arrachement de voûte, était tombé avec l'affaissement de la flèche qui avait traversé le voûtin ouest. Le reste était encore en place. Le reste est tombé à 5h du matin. Et oui, je dis, j'ai besoin de ces éléments-là pour comprendre l'enchevêtrement des tas que je vais enlever. Si vous ne me dites pas ça, je ne sais pas faire de chantier. Dites-moi tout. Donc voilà, nous avons commencé par le croisillon nord, où là, les choses étaient simples. Il n'y avait que de la pierre d'un des voûtins. Donc le voûtin, c'est le remplissage de la voûte. Donc des carotins, de ce qu'on appelle en langage médiéval de la pierre de pendant, tous parallélépipédiques à peu près, aucun élément d'arcs principaux et quasiment pas de bois. Et donc ça permettait, voilà, on a fait l'expérimentation à cet endroit-là. Vous remarquez au détail que les roses n'ont pas été touchées. On a mis au point une méthode. Alors en fait, c'est très, très simple. On a procédé comme une fouille archéologique. Alors tout de suite, les conneries de la presse. Ce ne sont pas des robots, ce sont des engins télécommandés. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le conducteur d'engin, il n'est pas assis sur un siège sur l'engin, il a le pupitre de commande à ceinture et il est à 10 mètres de là, appuyé contre un pilier. Ce n'est pas un robot, ça, c'est un engin télécommandé. Donc en gros, on a mis une méthode, on prélève par godet. Chaque godet est numéroté avec un code croisillon nord, croisé, nef, etc., avec une numérotation continue. Il y en a un qui est en haut d'une tour photographique et qui photographie chaque lieu d'enlèvement. On a une table de tri manuelle, on récupère, on pose sur des palettes, etc. On inventorie, la police scientifique récupère. Et tout de suite, vous allez vous rendre compte, on est habillé, voilà, l'engin à télécommande. Voilà, on commence à prendre les premiers godets. C'est mignon, on a petits engins, on a envie de travailler avec ça. Qu'est-ce que c'est beau comme truc. Voilà, la table de triage sur le plateau. Alors ceux qui ont les casques rouges, c'est le laboratoire de Champs-sur-Marne. Les casques blancs, c'est d'autres. J'étais seul de l'INRAP avant. Ceux qui ont des casques noirs, que vous voyez de temps en temps, c'est la police scientifique. Donc vous voyez, même si on a nos brassards et nos vestes, nos chasubles, au bout d'un moment, on ne sait pas qui est qui. Et on s'en fiche. On fait le travail de la police. La police fait notre travail. Lorsqu'on récupère ça, ça t'intéresse, ça, tu prends ça c'est pour toi. Donc il y a un moment, on est ensemble en train de faire le travail. Voilà, une fois que tout est trié sur la table, sur le plateau, on emmène sur des plateaux, et donc on a des big bags, des sacs, dans lesquels on met les rejets ultimes, qui sont numérotés.
Parce que peut-être ils sont préservés sur la base de Villacoublay actuellement, et on aura peut-être besoin de revenir dessus. Les objets sont stockés sur des palettes, sur lesquelles vous avez les numérotations, etc., les sacs, voilà, prêts à être sortis, et tout est sorti. Donc sous la croisée, le travail a été infiniment plus complexe. Il fallait surmonter 2 difficultés. Accéder au podium, et tout était enchevêtré. Voilà, pris d'une tour photo, voilà comment ça se présentait. Vous avez les pierres tombées dans un premier temps, vous avez le bois de la charpente et l'échafaudage qui a arraché la voûte, et vous avez une deuxième chute, vous distinguez en bas à droite de la photo, vous avez des claveaux de la croisée du transept. Ça, c'est tombé dans un deuxième temps, avec l'effondrement généralisé de la voûte de la croisée, entraînant ce qui était déjà tombé de charpente sur la voûte, qui pesait sur la voûte, et ce qui était encore tombé de l'échafaudage. Donc voilà, il fallait que je joue avec ça pour faire mes enlèvements. Et tout ça avec les marches du podium et tout, et tout, et tout. Et donc les marches du podium, déjà, aucun problème. Oh, c'était mignon, notre petit engin, hein, vraiment. Hein. Ah là là, là, on avait vraiment l'impression d'être dans la guerre des étoiles. On avait envie de lui faire des bisous tous les soirs. Tu as bien bossé, mon petit, tu as bien bossé. Et puis des engins plus gros, là, on a pris pour l'enlèvement des morceaux d'échafaudage. Donc je vous ai passé, je voulais vous mettre les séquences filmées, mais il y a un moment, on n'a pas su comment faire, parce que tout était clavé. C'est de l'échafaudage laïère, il y avait toutes les clavettes. Donc comment on fait? Donc là, je ne le mets pas dans les textes, mais je me suis pris de gueule avec le patron de l'entreprise. « Ah Marc, il ne faut pas que tu rentres sous le... On a une interdiction d'aller sous la croisée. » Je dis « Alors, ce qui est tombé est tombé. » « Oui, il y a des risques. » Tu me fais chier avec tes risques. Vous savez, c'est d'un seul coup, on n'est plus universitaire chercheur en cravate. On est costaud, pierreux. Tu m'emmerdes avec tes trucs. On fait comme à la guerre, comme à l'armée. Quand on fait l'exercice de minage et que la charge ne saute pas, qui va désamorcer la pièce, la charge? C'est l'officier. Ici, l'officier, c'est moi. Je suis l'ingénieur. C'est moi qui mène les travaux. S'il faut faire sauter les clavettes, je vais les faire sauter. Et tu m'emmerdes. Bon, très vigoureux par moment. Finalement, on a trouvé une autre solution. À force de remuer nos tas, on a réussi à les désolidariser. Et le jeune conducteur d'engin a trouvé la cisaille du diamètre qu'il fallait, monter sur le bras de cet engin-là, où, pac, d'un seul coup, on a tout pété. Et on a réussi en une demi-journée, on a réussi à enlever notre échafaudage. Voilà, à l'extérieur, des barnums qu'on a rapidement remplis. Et puis enfin, ben voilà, on est arrivé sur le bout de la croisée, on y est arrivé. Hein. Je vous passe sous silence aussi l'histoire, le démontage de l'hôtel et tout ça. La région de la Nef. 10 minutes. Ok, c'est bon. La région de la Nef, donc là, c'était une finasserie. Donc la prescription du service régional de l'archéologie de Stéphane Deschamps était une prescription d'archéologie pour cause d'urgence. Donc désignant l'INRAP comme institut national, comme opérateur exclusif. Ce qui me permettait de me désigner comme responsable d'opération et ce qui me permettait de mettre du personnel avec moi. Parce que jusque-là, j'ai été tout seul, on me l'a bien reproché. Et donc, ça m'a permis de bosser avec une équipe. Voilà, mais on n'a rien changé à la technologie, on a fait pareil, mais on a juste ajouté la 3D. Donc voilà, ça c'était au 25 avril tel que c'était. Les travées 2 et 3, donc voilà ce qu'il s'agissait de me fouiller. Voilà, les 2 personnes devant en casque noir, c'est la police scientifique. Donc voilà, beaucoup de bois, vous remarquez en bas à droite, ben oui, c'est la pointe de la flèche. En plus des fermes médiévales, vous avez le bout de la flèche. Donc voilà, on avait notre tour de photos. Je ne vous parlerai pas des colonnes cerclées, c'est un mauvais débat. Je préfère tomber. Donc comment est-ce que nous avons fait? Nous avions 8 appareils photo, 4 au nord, 4 au sud, qui tous les jours, par le biais d'une entreprise spécialiste, entreprise AGP, Art Graphique et Patrimoine, nous livrait à demande une photographie 3D de l'ensemble. Donc voilà un détail vu des tribunes de la partie haute. Vous voyez les arrachements de voûte. Vous voyez en même temps, on distingue un petit peu la partie brûlée sur le haut des voûtins, mais vous avez les couches de protection par mortier mis au XIXe siècle qui ont partiellement sauvé les choses. Donc là, toute l'étude est en train d'être faite sur le niveau de ce qui est brûlé, savoir ce qui va tenir le coup. Voilà, l'un des claveaux intacts de lac de Doubleau, donc moi ça m'a permis de faire les calpinages. Ben voilà, typiquement, Villeneuve me dit, ces pierres-là, moi je veux les reposer. Donc on en a sorti plein, on va les reposer. Voilà, notre petit engin qui pénètre dans le gros du tas, mais avant, voilà, nos photographies arrivent. Voilà ma jeune collègue Priscilla de Bouige, donc qui reçoit les photographies sur palette graphique.
Et vive la technologie, là franchement, ça nous aide. J'aime bien le travail à l'ancienne, mais vive l'actuel. Nous avons noté à chaque fois la numérotation de chaque bois sur palette graphique, et chaque bois étant pris à chaque fois par cet engin, ça a vite avancé. Les engins sont posés sur des racks et numérotés avec étiquette en styron. Et voilà, au 22 juillet, il ne restait plus que ça. Quand, à ce moment-là, le diagnostic plomb nous a fait arrêter. Donc ce que je n'écris pas, j'ai été arrêté par les terroristes du plomb. C'est mon avis. J'en assume la responsabilité. C'est une opération de déstabilisation qui est destinée... Moi, c'est une accusation, j'attends qu'on me réponde en public. Je dis, vous cherchez quoi, exactement, en m'empêchant de travailler? Donc voilà la 3D, vous avez Presqu'île en train de noter ces deux. Voilà ma collègue Lise Leroux à droite, la géologue, Dorothée Derieux qui prescrit à gauche. Bon, voilà, le père Viré avec ses deux jeunes copains conducteurs d'engins. En même temps, c'est, vous avez compris, une aventure humaine formidable. Là-dedans, moi je suis le vieux, mais je suis copain de tout le monde. Les agrès, les gens de chez Jarnias, les pierreux, les charpentiers, vous ne ratez pas un chantier comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après la récupération des éléments, ben voilà, le stockage, j'ai remis la même photo, sous le Barnum. Bonne nouvelle, scoop. Je vous livre le scoop. Les bois de la pointe de la flèche, on en a retiré plein qui n'étaient pas brûlés. Donc Philippe Villeneuve nous a demandé de les mettre de côté. Ces éléments-là seront reposés dans la flèche reconstituée. C'est comme une commode Louis XV qui garde les pièces anciennes d'origine. Nous avons les pièces anciennes et nous donnons de la crédibilité et de l'authenticité à ce que Philippe Villeneuve va reconstituer. Le tri, la sélection des pierres, donc ils nous demandent de faire les calpinages et tout, ça c'est un travail plus complexe, donc on va séparer les éléments, l'opération pictographique, bon je vous ai tout écrit là-dessus, la suite normale. Mais quelle étude pour les recherches scientifiques? Juste parce que vous avez probablement entendu parler, il y a plein de gens qui s'agitent autour de la cathédrale, et en veux-tu, en voilà, et grâce à nous on va faire les enquêtes scientifiques. Bref, excusez-moi, là aussi je vais encore être extrêmement brutal. Des emmerdeurs. Des emmerdeurs. Des gens disent, vous n'étiez pas là quand moi je demandais des moyens pour faire l'étude de la cathédrale. Vous n'étiez pas là. Maintenant, vous voulez tous révolutionner. Non, on n'a pas besoin de vous. Et il y a un moment, je suis désolé, l'étude de fond, il faut qu'elle cesse. C'est notre affaire de laboratoire de recherche. Après l'incendie, mais il y a un moment, ce n'est pas nécessaire pour le travail en train de se faire. Donc à quel moment est-ce qu'on arrête la recherche scientifique pour mettre en œuvre? Donc voilà. Nous sommes presque les héritiers des nouveaux constructeurs. On s'est considérés comme nous sommes les héritiers des médiévaux qui ont construit la cathédrale. Et je voulais juste vous mettre ça pour terminer. Ce n'est pas vos amis, les pigeons, hein, mais quand un jour on était dans notre Barnum, et je lève les yeux, je dis, regardez, il y a une femelle ramier, une ramière, la petite patte blanche sur le col, ce sont les ramiers. Eh bien, il y a ma mère qui s'est installée. Elle a fait son nid complètement adreuse, comme on dirait en breton. C'est toujours foutraque, les nids de pigeons ramiers, toujours des brindilles fait n'importe comment, posés sur nos bois brûlés. Et depuis, on a regardé, donc avec des gardiens, je dis, dis donc, les pigeons là, on n'y touche pas, hein. Je t'interdis, quoi que ce soit, personne ne les emmerde. Je suis membre de la LPO. Donc, vous ne nous faites pas chier. Et je vous garantis, les petits pigeons, ils sont en bonne santé, ils se sont envolés vers de nouvelles aventures. Je vous remercie.